Bonjour à tous. Merci d'abord à Thierry Popard et au comité scientifique de m'inviter aujourd'hui pour essayer de vous brosser rapidement les atteintes rénales des maladies inflammatoires intestinales. Je ne serai certainement pas exhaustif, mais je vais vous donner les principales lignes qu'un gastro-entérologue devrait connaître. Je n'ai aucun lien d'intérêt avec cette présentation. Néanmoins, les atteintes rénales sont assez fréquentes dans les MICI. Selon les séries, entre 5 et 15% des MICI présentent des atteintes rénales. Cette atteinte rénale dépend de la durée d'évolution et de la sévérité de la maladie. Et récemment, l'année dernière, en mars 2023, à l'ECHO, une large étude suédoise a bien montré que 10% des patients atteints de MICI vont développer une complication rénale dans les 10 ans qui suivent le diagnostic. Donc, ce n'est pas quelque chose donc, de très rare. Ceci va impacter, à côté de toutes les autres complications de MICI, la qualité de vie, la mortalité et la mortalité. Néanmoins, pour nous, néphrologues, on voit très peu de patients en insuffisance rénale chronique terminale au stade de la dialyse ou de la greffe. Très peu. Personnellement, dans mon hôpital, il y a une personne qui est dialysée, maintenant greffée pour maladie rénale chronique. Les complications seraient plus fréquentes dans la maladie de Crohn que dans la RCH. Néanmoins, d'emblée, on peut dire que l'ithiase rénale constitue la plus grande complication, la plus fréquente en tout cas, des maladies inflammatoires. Alors, rapidement, j'ai essayé de vous grouper la physiopathologie de l'atteinte rénale. Cette atteinte rénale est une manifestation systémique des MICI, donc c'est le même mécanisme que la maladie intestinale primitive, soit il s'agit d'une manifestation indépendante de la MICI, mais qui reflète néanmoins une susceptibilité à l'auto-immunité, soit c'est une atteinte secondaire à l'inflammation chronique que constitue la maladie inflammatoire, soit des désordres métaboliques qui vont entraîner d'autres conséquences, je l'expliquerai, ou des complications mécaniques, et parfois même, vu la thérapeutique qu'on utilise, des effets indésirables des médicaments. On peut grouper ces principales complications sous cette plaque. D'abord, les manifestations de la maladie intestinales, mais qui sont cette fois-ci extra-intestinales, notamment des néphropathies glomérulaires et néphropathies interstitielles et l'amylose, les néphrolithiases, les plus fréquentes, les uropathies non obstructives et non calculeuses, et enfin les médicaments et leurs conséquences. Alors, dans les néphropathies glomérulaires, deux types à connaître sont les plus fréquents. La plus fréquente parmi toutes, c'est la néphropathie à dépôt mésangio d'IgA, et la plus redoutable, mais la moins fréquente, c'est l'amylose rénale. Alors, la néphropathie à IgA dans la MICI, est-ce que c'est une maladie primitive ou une manifestation extra-intestinale? Parce que dans les maladies à IgA, il y a deux grands types. Les primitives, c'est la maladie de Berger, que vous ne verrez pas, et les manifestations de type néphropathie à IgA chez les personnes porteuses de MICI, c'est fréquent. D'abord, il y a une susceptibilité de l'auto-immunité parce qu'il y aura les mêmes gènes qui sont associés à une augmentation du risque d'IgA et de MICI. Donc, il y a une susceptibilité individuelle et génétiquement déterminée. Et surtout, ce qui est important de connaître, que cette néphropathie à IgA a une évaluation strictement parallèle, calquée sur l'évolution de la MICI. Elle s'aggrave pendant la MICI et s'améliore pendant la rémission. Donc, la néphropathie à IgA est réellement une manifestation extra-intestinale de la MICI. Alors, diagnostic clinique, c'est facile en néphrologie, c'est quand même l'examen des urines, à condition de le faire, la recherche d'une albuminurie, d'une protéinurie, d'une hématurie. La biologie, elle peut être variable, une insuffisance rénale présente ou pas toujours présente, de par le simple dosage de la créatinine plasmatique et le débit de filtration glomérulaire. La confirmation diagnostique viendra de la biopsie rénale qui montrera, là, c'est des pots verts en immunofluorescence des pots d'IgA dans le mésangiome rénal. Alors, simplement pour le traitement, eh bien, le traitement, il suffit de traiter la MICI. Le traitement de la poussée de la MICI, c'est le traitement de la néphropathie. Donc nous, néphrologues, on n'a pas à intervenir là-dessus. S'il y a une insuffisance rénale qui est présente au bon diagnostic, il est bien entendu toujours le bon ton de vérifier et le rapport bénéfice-risque de l'utilisation des médicaments. Le pronostic de cette néphropathie IgA associée à la MICI est néanmoins bon. La deuxième atteinte rénale, néphropathie tubulaire interstitielle, elle est plus fréquente dans la RCH. Ici, la présentation est beaucoup plus insidieuse, silencieuse, d'évolution lente, et les manifestations rénales sont souvent une protéinurie de faible volume, il n'y a pas d'édème, une polyurie, et parfois une protéinurie modérée. Il s'y associe parfois une acidose métabolique, hyperchlorémique et une glucosérie normoglycémique.
Alors, deux types de néphropathie interstitielle, soit elle arrive chez un patient naïf de tout traitement, aucun traitement néphrotoxique, et c'est la néphropathie interstitielle granulomateuse ou non granulomateuse, concomitante ou non d'une poussée. C'est la manifestation extra-intestinale des MICI, comme la néphropathie IgA, et elle est corrélée parfaitement, comme la néphropathie précédente, à l'activité de la maladie. Soit il s'agit d'une néphropathie interstitielle chronique d'origine médicamenteuse, et ça c'est les salicylés en premier, et après, en deuxième lieu, les anti-TNF. La néphropathie tubulaire interstitielle aiguë au 5-ASA, il faut en parler, c'est un mécanisme immunoallergique qui peut arriver surtout dans les 12 premiers mois de traitement. C'est un cortège immunoallergique avec une pyuristérile, syndrome de Fanconi, eosinophilie. Le traitement, c'est très simple, bien sûr, arrêter le médicament, y penser, arrêter le médicament, corticothérapie. Et si ça ne s'améliore pas, biopsie rénale pour fixer le pronostic. La néphropathie tubulaire interstitielle chronique au 5-ASA, ça dépend de la dose et de la durée d'exposition au 5-ASA. Le mécanisme est une hypoxie rénale, c'est une vasoconstriction des artérioles afférentes et ça peut évoluer vers la néphropathie tubulaire interstitielle chronique immunoallergique. Les anomalies de l'abstix, c'est toujours une protéinurie et leucocyturie. La conduite à tenir, c'est le traitement symptomatique de la maladie rénale chronique et évidemment l'arrêt du néphrotoxique. L'amylose AA, c'est rare, mais c'est redoutable. C'est rare parce que c'est une fois sur 80 ou 100 biopsies rénales. Il s'agit surtout d'une maladie de Crohn avec atteinte colique, très inflammatoire. Il y a une prédominance masculine. C'est une forme avec suppuration chronique. C'est l'évolution en fait d'une inflammation chronique qui va donner de l'amylose AA, qui peut par ailleurs atteindre pas que le rein, le cœur, le foie, la thyroïde. Et c'est la première cause de décès dans les MICI associés à la amylose. Donc c'est systématiquement à rechercher. La présentation clinique, eh bien, c'est toujours des édèmes importants, une protéinurie importante, un syndrome néphrotique, et donc des signes d'amylose extrarénale, atteinte hépatique, thyroïdienne et digestive. Le diagnostic se fait toujours par la biopsie du gland salivaire accessoire, la graisse périombilicale ou la ponction biopsie rénale, et c'est une amylose de type AA. Le traitement, c'est le traitement de la MICI, évidemment, et le traitement symptomatique de l'amylose, de la maladie rénale chronique, mais le pronostic demeure mauvais et souvent on arrive au stade de la dialyse. La lithiase rénale, c'est la plus fréquente des atteintes rénales des MICI. Le facteur de risque de ces maladies de Crohn est plus importante et plus représentée ici que la RCH. Ça dépend des étendues des lésions. La localisation, c'est souvent une maladie de Crohn iliocolique, plus que iliale ou plus que colique. Et souvent, ça se présente chez les patients qui ont déjà eu des résections intestinales, notamment de leur iléon terminal ou des bypass. Eh bien, on en distingue deux types. Soit il s'agit d'une maladie lithiasique avec des urines qui sont acides et qui sont très concentrées. Ça se voit dans la maladie de Crohn et dans la RCH. Dans ce cas-là, la lithiase est du type urique avec une hyperconcentration des urines avec de l'acide urique. Le traitement d'emblée, c'est l'hydratation, plus de 2 litres par 24 heures, l'alcalinisation des urines par l'apport de bicarbonate de sodium, le traitement de la diarrhée et l'utilisation d'un hypouricémiant, l'allopurinol. D'emblée, ici, je vous ai dit, on n'associe jamais allopurinol et azathioprine. Risque de toxicité majeure. Soit il s'agit de maladie de Crohn avec une atteinte de grêle. Le mécanisme, c'est la non-absorption par l'élion terminal des acides gras et des sels biliaires. Le calcium est ainsi capté par les acides gras. Il y a moins d'oxalate de calcium dans la lumière intestinale. Celui-ci n'est pas absorbé. Donc il y a une absorption augmentée de l'oxalate dans le sang. L'oxalate est beaucoup moins soluble que l'oxalate de calcium. La lithiase est une lithiase oxalique et une néphropathie oxalique, redoutable quand elle arrive. L'hydratation et le traitement, et surtout, comme on manque de calcium, il faut apporter du calcium péros, jusqu'à 1 à 2 grammes par jour. Une plaque sur les médicaments et leur atteinte rénale, c'est surtout 5-ASA, j'en parle pas, les anti-TNF, notamment ça peut donner des néphropathies glomérulaires, lupus-like et à IgA, les néphropathies tubulaires interstitielles rénales, c'est rare. Mais avec l'arrivée des nouveaux médicaments, il n'est pas du tout interdit de penser que l'on va voir peut-être de plus en plus des atteintes rénales de type médicamenteuse. Eh bien, simplement, j'ai mis en évidence cette plaque avec la possibilité d'atteinte glomérulaire avec des anti-TNF, avec le Vedo, avec l'ustekinumab, des atteintes interstitielles, néphropathie interstitielle granulomateuse
aiguë qui nécessiterait dans ce cas-là une détermination par une biopsie rénale. Ce sont des case reports pour l'instant, mais il n'est pas interdit d'y penser qu'on en aura peut-être un peu plus dans les prochaines années. Les inhibiteurs du JAK, on n'en sait pas encore, c'est des utilisations assez récentes avant de déterminer leur néphrotoxicité. Et enfin, les complications mécaniques, c'est l'inflammation d'une anse digestive et dans sa contiguïté, une fibrose rétro-péritonéale avec une sténose urétérale et une hydronéphrose vue à l'échographie, soit une fistule vésicale avec le tube digestif, et ça donne des infections urinaires récidivantes et une pneumaturie. Alors simplement, quand est-ce que faire appel à votre néphrologue préféré? Eh bien, lorsque vous avez déjà des modifications de la fonction rénale par le DFG, estimé par le CKD-EPI, lorsque vous avez une albuminurie, et surtout lorsque vous avez une albuminurie au-delà de 30 mg par gramme de créatinine, lorsque vous avez une hypercalémie ou une hypokaliémie, ou si vous avez une lithiase urinaire qui viendrait compliquer ça. J'espère avoir répondu à vos attentes. Je vous remercie. On a le temps pour une petite question parce que le timing est serré. Merci. On a souvent l'habitude de faire des protéinuries chez les patients qui sont sous 5-ASA. Si c'est des néphropathies tubulo-interstitielles, est-ce que c'est un intérêt ou est-ce qu'on pourrait simplement se baser sur la créatinine? Non, il faut faire une albuminurie. C'est important, associé à une libération des hématies et de leucocytes par millimètre cube d'urine. Bien sûr, il faut se fier au DFG, mais il faut orienter le diagnostic vers une néphropathie interstitielle chronique par l'examen des urines. Le DFG est non discriminant pour savoir de quel type c'est néphropathie. Mais bien entendu, si le patient reçoit un néphrotoxique comme de 5-ASA, il faut y penser en première intention. Mais l'examen d'urine demeure primordial. Je pense qu'en néphrologie, d'ailleurs, c'est le biais où on a beaucoup de patientes qui nous viennent en consultation sans examen d'urine. Donc on commence déjà par la base. Bon, merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Alors,